Merci. Alors, aujourd'hui, ce matin, en tout cas, vous n'aurez pas un scientifique, à la différence de mes camarades extraordinaires qui se sont succédés et qui vont me suivre. Vous aurez un clown. On a décidé ça en dernière minute. Donc, Sirocco, ce qui n'est pas mon micro. Et moi, je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que mon rêve dans la vie, c'est de raconter des histoires. Donc vous allez voir, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors on est d'accord que mon heure commence maintenant, Yolène? Merci. Alors comme de formation avocat, je négocie tout. Vous pouvez le voir. Donc, bon, je te pose 2 minutes parce que tu me tiens chaud, toi. Sirocco va assister à la conférence, mais je vous le présenterai tout à l'heure. C'est ma mascotte, vous verrez pourquoi il est là avec moi. Sur votre gauche, c'était moi, j'avais 22 ans. Avocat de formation, donc je le suis toujours, hein, ça continue, encore maintenant, même mes clients me font confiance. J'en profite pour les saluer et les remercier. Et à droite, c'est moi il y a quelques années, donc j'ai changé de vie il y a maintenant 13 ans, donc ça commence quand même à faire un petit peu de bouteille. Et dans mes bras, ce n'est ni un tapir, ni un tatou, c'est un pangolin. Alors un animal qui est extrêmement rare, extrêmement menacé, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre ici. Et c'était une des rencontres les plus magiques que j'ai pu faire de ma vie chez mon amie Maria Dickman, que je vais vous montrer dans un petit instant. Donc pangolin, animal d'une douceur extrême, qui n'a aucun prédateur dans la nature à part nous, parce que quand il est menacé, il se roule en boule et qu'il est totalement étanche. Alors réellement étanche, hein, ça évite que les fourmis passent. Et donc le grand bonheur du photographe animalier qui photographie un pangolin, c'est qu'il permet de nourrir les fourmis à la place du pangolin. Donc moi je me suis fait dévorer pendant que lui mangeait tranquillement. C'était sympa comme expérience. Mais voilà, j'ai pu le voir grandir, je l'ai rencontré tout bébé, je l'ai rencontré 1 an après. Donc là il a déjà 1 an de plus et c'est réellement une rencontre importante quand ce sont des animaux qui sont rares et menacés. Et puis si ça marche, là vous allez me voir très rarement avec des animaux. Pourquoi? Parce qu'on a décidé à plusieurs photographes de ne plus se montrer en compagnie de nos petits camarades, parce qu'il y a une terrible mode des selfies qui court maintenant avec les réseaux sociaux, où les gens font tout et surtout n'importe quoi pour se montrer avec des animaux. Donc si vous me voyez, c'est plutôt avec ce genre de grosse langoustine qui s'appelle un weta géant en Nouvelle-Zélande. Et si pendant le cours de la conférence vous me voyez avec un autre animal, et bien sur YouTube, vous ne me verrez pas. Puisqu'ici, je sais qu'on est en complète bienveillance, donc je peux raconter des histoires, montrer des photos, mais je n'ai pas du tout l'intention d'être une inspiratrice pour des choses qui soient négatives. Donc ici, mes histoires ne seront aussi que positives et inspirantes, l'idée étant de dégager une bonne énergie qui nous permette de faire avancer les choses. Alors, la première image, et c'est pour ça sans doute que Yolène m'a demandé de venir faire une conférence, parce que je l'ai accroché avec celle-là, bah oui. Ouais, j'avais quand même pas dit que c'était toi qui faisais toutes nos photos pour les affiches, excusez-moi. C'est pas grave, je suis un peu partout, mais je me rattraperai. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à vous dire que, en fait, l'idée des histoires qu'on raconte aujourd'hui, c'est en partie celles qui font la conférence d'aujourd'hui. Alors je dis en partie parce que comme j'ai qu'1 heure, je ne peux pas mettre toutes les photos dans les histoires. Et donc, vous en avez quelques-unes ici, vous en avez d'autres au restaurant. Vous en avez une derrière moi d'ailleurs, un gentil singe bleu. Et ce léopard, c'était le symbole de l'université de cet été. Voilà, un léopard que j'ai photographié au Botswana. Alors, Yolène aime bien mes photos parce qu'il y a beaucoup de regards. Ce que j'aime montrer, en fait, c'est la rencontre. C'est l'émotion, c'est le partage, c'est l'empathie. Alors tout ça, vous allez le revoir au fur et à mesure de mes photos. C'est aussi la résilience. Donc ce sont des grands thèmes, on aura le temps après l'heure des histoires pour revenir sur ces différents thèmes. Il y a beaucoup de choses à raconter. Et en fait, pour moi, la photographie, c'est un chemin vers une rencontre. C'est pas spécialement l'image en soi que je vais chercher. D'ailleurs, j'ai peu de technique, ce que me reprochent beaucoup mes camarades photographes, mais c'est pas grave. Je préfère avoir la technique suffisante pour ramener ce que je vois et ce que je ressens. Moi, ça me suffit. Et mon but, c'est réellement de ramener pour partager. Parce que j'ai une chance, vous le verrez dans les histoires, de vivre des choses qui sont réellement extraordinaires. Et cette chance m'est donnée pour que je puisse vous rapporter tout ça et faire découvrir ce travail. Donc ce léopard, je l'ai rencontré au Botswana.
2 secondes avant de prendre une des pires averses de ma vie dans une voiture découverte, et ils regardaient à droite, à gauche, un truc, un machin, et alors j'ai une technique, effectivement, avec les animaux, je leur parle. Alors, je leur raconte pas grand-chose, mais la communication peut être verbale ou non verbale, c'est aussi un thème sur lequel on pourra revenir, et de temps en temps, où ils regardent ailleurs, je triche, et je lui dis, regarde-moi et je te fous la paix, promis, je fais une photo et j'arrête. Et ça marche. Donc là, non seulement il m'a regardé, j'ai fait la photo, mais après, effectivement, j'ai pris l'averse, donc je lui ai réellement foutu la paix. Donc c'était un très très beau souvenir, et un léopard, c'est magique. Léopard, c'est un des rares animaux qui n'est sans doute pas en voie de disparition, parce qu'il est remarquablement intelligent, il se planque, je ne sais même pas combien il y en a d'ailleurs, il n'y a pas de comptage, il n'y a rien. Il s'adapte à tout, il est absolument extraordinaire, et ce sera sans doute un thème d'une conférence à développer. Moi, ce qui m'a le plus impressionné quand j'ai vu un léopard, la première fois en Afrique, c'est que j'ai vu un chat. Comme nos chats domestiques. En fait, nos chats, ce sont vraiment des petits léopards. C'est incroyable. J'ai vu un léopard assis au pied d'un arbre, bondir dans l'arbre, et j'ai vu exactement le mouvement d'un chat assis, bondissant sur une table. Bon, le léopard ne rate jamais son saut. C'est la grande différence avec nos chats domestiques. Des fois, il y a un petit raté. Mais en tout cas, c'est vraiment très impressionnant de voir un lien pareil, à la différence du loup devenu un Yorkshire, comme on nous présentait dans une conférence. Hein. Donc là, il y a très très peu d'évolution. Alors donc je vous disais, j'aimerais ramener des portraits. Ça fait partie d'une de mes toutes premières photos quand je suis partie, je reste sur la croix, quand je suis partie pour ma première expédition. Ouais, il faut dire au... J'ai un pied sur la poêle. Ça va? Oui, parfait. D'accord. Et donc, quand je suis partie en 2006 pour mon premier voyage, je dirais quasiment initiatique, puisque ça a donné ça, j'étais 100% avocat, crise de la quarantaine, et ma résilience a été de me dire, il faut que je fasse le livre que je porte depuis des années. C'était un rêve de gosse. Quand j'étais petite, je rêvais que j'étais Tarzan, donc j'apprenais le langage des animaux. Après, j'ai un peu dérapé. J'ai appris un autre langage, mais l'aventure, quand on a envie de la faire, elle est toujours là. Et puis un jour, il y a une force qui vous pousse à tout plaquer, et là, c'est ce que j'ai fait. Donc 2006, j'ai fait mon premier voyage, j'ai eu beaucoup de soutiens amicaux, et ça, c'est un de mes premiers portraits. Donc pour moi, la photographie, à l'époque, était totalement accessoire. Ce que je voulais, c'était écrire, puisque j'étais avocat, raconter les histoires des protecteurs, et puis créer un livre avec des dessins, des photos, etc. Et donc j'avais appris tous les programmes pour faire ça. Et je me suis rendu compte en rentrant à Paris et en échangeant mes photos avec les gens avec qui j'avais travaillé en Afrique du Sud, en Namibie, qu'en fait mes photos ramenaient quelque chose. Mais c'était réellement une surprise pour moi. Et les protecteurs me disaient, mais non, elles ont quelque chose, tes photos. Donc il faut vraiment que tu en fasses quelque chose. Et au fur et à mesure, vous verrez, parce qu'il y a beaucoup d'images que je vous montre aujourd'hui qui datent de ce premier voyage. Donc voilà, une de mes premières rencontres avec un guépard très bucolique. On a dit qu'on allait être poétique. Hein. Alors mes images, il n'y a pas de sang, jamais. Hein. Il n'y a pas de scène de chasse. Il n'y a que des images très gentilles. Ça, c'est un suricate avec qui j'avais vécu en Namibie. Donc c'est assez facile qu'il nous regarde quand on lui donne à manger ou quand on s'en occupe. Ici, c'est un bébé babouin sauvage. Alors vous verrez un petit peu plus tard, on aura une histoire qui racontera la photo qui est en face de vous avec un bébé chimpanzé sauvage. Un éléphant qui est également dans la conférence, mais on pourra en parler, enfin je veux dire dans l'exposition, on pourra en parler pendant la question-réponse. Babouin, toujours, j'aime bien saisir les expressions. Donc il peut m'arriver de passer des heures, quand je peux, c'est-à-dire quand je suis en semi-touriste, pas en travail scientifique, où j'accompagne les scientifiques, mais quand je suis avec une troupe de babouins, je peux passer une demi-journée simplement pour attendre un moment, une expression où les animaux ne me voient plus, ne m'entendent plus, et ils vivent leur vie. Donc ramener des tranches de vie. Et puis j'aime aussi montrer un autre côté des animaux qui sont mal aimés. C'est un des points qui font qu'on s'est beaucoup apprécié avec Yolène. Là vous voyez une hyène, donc c'est la matriarche de son clan, puisque c'est une société matriarcale. C'est pour ça qu'elle a un collier émetteur, elle est suivie au Kenya. Et dans ses pattes, vous voyez son bébé. Et pour moi, la hyène, même si on n'a pas cette approche, c'est un des animaux les plus doux qui puissent exister. Ce sont parmi les meilleures mères de la Terre. Et cette mâchoire qui peut tout casser, qui peut vraiment démonter les os les plus gros, broyer les choses les plus importantes, quand elle prend son petit dans la gueule, c'est une délicatesse extrême. Comme les loups.
Mais sauf que la hyène, c'est encore plus puissant. Et c'est surtout pas l'image qu'on a d'eux. Voilà. Mais cette scène d'une douceur absolument extraordinaire, donc pour moi, c'est vraiment l'image des histoires que j'aime rapporter. Alors j'ai aussi fait un tour au Costa Rica, après mes premiers voyages, mon premier livre sur l'Afrique. J'ai pas réussi à reprendre le boulot d'avocat, c'est pas très étonnant. Et donc j'ai enchaîné, je suis partie au Costa Rica, en amenant plein d'amis, dont mon camarade Olivier qui est ici, qui a participé à beaucoup d'aventures. Et là vous voyez un jeune paresseux. Alors c'est toujours le regard dans mes photos. Hein. La plupart des animaux que vous voyez ici, comme cette grenouille, sont sauvages, mais il y a toujours ce moment où je dis regarde-moi, fais quelque chose. Et il y a quelque chose qui passe. Donc ça, c'était un bébé coati qui était aussi sauvage, en train de jouer avec ses frères et sœurs dans l'arbre. Et il y a un moment où, en fait, ce qui est génial avec les bébés, c'est que c'est les plus curieux. Donc finalement, c'est toujours eux qui, spontanément, vont venir vous regarder dans le genre « T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais ?» Et ça, c'est du bonheur sur le terrain. C'est se dire « Tiens, on arrive à avoir un contact, on arrive à avoir une communication qui n'est pas verbale. » Alors ça, c'est un tapir. Voilà un tapir. Tu vois, on y arrive. Je le voyais en réduction. Alors un tapir, dans les questions-réponses, je pourrais vous raconter cette histoire parce que j'étais allée me baigner avec lui au Costa Rica, je l'avais suivi et j'étais rentrée dans l'eau pour faire un joli portrait. Des fois, j'ai des idées un peu saugrenues. Et l'intérêt, c'est que quand j'en sors de cette eau pleine de caca de tapir, j'ai beaucoup de place autour de moi. Alors, vous voyez, quand vous prenez le métro et c'est bondé, passez par l'étape. Baignez-vous avec un tapir et c'est fou, là, voilà, tout le monde s'éloigne. L'odeur est vachement tenace. Hein. Ça, c'est un lémurien Madagascar qu'on avait retenu pour l'affiche de notre exposition qui s'est malheureusement terminée il y a peu de temps au Muséum du Havre. Pour nous, c'était le symbole de l'intelligence animale, cette curiosité réciproque en fait, cette envie qu'eux ont de découvrir des choses sur nous. Et puis avec les insectes, ça marche aussi. Oui, on peut parler avec des sauterelles. Là, ouais. Merci, c'est donc une otarie de Nouvelle-Zélande. Il y a des petits clins d'œil pendant cette préparation, merci beaucoup. Donc c'était pour mes amis les fans d'otaries. Un tuatara, personne ne va nous faire le coup du tuatara, mais ça c'est un des animaux les plus rares que j'ai pu voir en Nouvelle-Zélande. Vous avez devant vous un des fossiles vivants, un cousin des dinosaures. Qui est toujours vivant aujourd'hui, qui est un animal absolument incroyable, mais ce n'est pas le sujet de la conférence. Ça, c'est aussi pour mon ami Laurent, un clin d'œil, avec la seule chauve-souris qui se promène sur Terre. Donc elle vole, mais elle court aussi, qu'on trouve qu'en Nouvelle-Zélande, rarissime. Et puis un cormoran. Alors, rigolo parce que quand on me demande mes recettes de photographe, écoutez bien celle-ci, les cormorans nichent en colonie. Donc là, c'est un jeune qui attend le retour de ses parents pour être nourri. Comment on fait, à votre avis, pour s'approcher aussi près d'un cormoran? En escalade, et c'est donc un rocher où il n'y a que des cormorans. Et en 30 secondes, on est couvert de guano. Est-ce que c'est plus résistant que l'autre ou pas? C'est-à-dire que l'intérêt du guano, c'est que oui, il résiste. D'ailleurs, mes vêtements, je pense que je peux les garder toujours avec l'odeur du guano, ils sont prêts. Et donc, quand on est couvert d'odeur de cormoran, en 2 secondes, on peut s'approcher super près des jeunes. Et là, vous voyez, dans le genre, tiens, tu sens le cormoran, mais t'es un peu grand quand même pour un cormoran. Quand est-ce qu'on mange? C'est à peu près ça. Et puis, il y a des rencontres qui sont plutôt rigolotes. Non, c'est un émeu d'Australie. C'était juste pour tromper Raymond, en fait, que j'ai mis ces photos. Hein. Ça, c'est un petit python d'Australie. C'est juste pour faire un petit symbole. Et puis un cacatoès d'Australie, encore une fois, un animal remarquablement intelligent. Ça, c'est en hommage à Yolène et son remarquable travail sur l'intelligence des animaux. Et puis une dernière photo avant de passer aux histoires. J'aime aussi valoriser tous les animaux qui ne sont pas appréciés, dont les rats. Voyez à quel point il est beau, il est intelligent, ça se voit hein, dans son regard. Et on va démarrer par l'Afrique. Alors, on va démarrer par l'Afrique du Sud. Ma toute première rencontre comme, je dirais, pas photographe animalier, mais auteur animalier, donc dans l'idée d'aller faire mon livre. Alors, j'ai rencontré la toute première fois un homme extraordinaire qui s'appelle Brian Jones. Et là, vous le voyez très très jeune, il a une vingtaine d'années. C'est un ranger d'Afrique du Sud qui a été l'un des premiers à élever des rhinocéros et qui le fait toujours aujourd'hui. Donc c'est vraiment une spécialité absolument incroyable. Et 50 ans plus tard, rien n'a changé. Il continue à élever les rhinocéros à Moholoholo. Et il a une réputation d'homme très difficile, ce qui est vrai.
Alors, il a, par exemple, réintroduit des cervales. Là, vous voyez un cerval en train de me piquer mon matériel. Alors, note pour les photographes, pensez à retirer les cendres des appareils quand vous travaillez avec des animaux. Hein, ça permet de le garder, c'est plus pratique. Et donc, la technique de Brian, qui lui a causé beaucoup de détracteurs, mais qui est très efficace pour réintroduire les animaux, c'est, comme ces petits cervales, il leur a appris à chasser. Donc, il ne nourrit pas les animaux qu'il a envie de relâcher, enfin, qu'il destine à être relâchés, il ne les nourrit pas avec de la nourriture en boîte ou des animaux morts, non, il fait comme leur mère. Donc il relâche des petites souris, il relâche des petites antilopes, il relâche comme ferait la mère qui en fait rapporte à ses petits des animaux pour leur apprendre à chasser, il a fait pareil. Le résultat, c'est qu'il a réussi à réintroduire des cervales dans beaucoup de réserves sud-africaines et que c'est un des programmes de réhabilitation les plus efficaces qui soit. Alors quand j'ai rencontré Brian, c'était pas facile tout de suite. Et j'avais fait comment on dit, un safari photo quelques années plus tôt, mais réellement comme touriste, et j'avais ramené cette photo, qui pour moi était extraordinaire. C'était ma toute première photo d'animal comme ça, avec un regard très particulier. Je m'étais fabriqué des cartes de visite avec ce lion. C'est tout ce que j'avais à l'époque. J'étais réellement 100% avocat. Et quand j'ai atterri chez Brian, donc il était débordé comme d'habitude parce qu'il fait énormément de choses dans son centre de réhabilitation, et puis c'est un Sud-Africain, il ne faut pas lui casser les pieds, il est dur parce qu'il a une vie qui est dure. Et donc il m'a reçu comme un chien dans un jeu de quilles, enfin comme un grizzly quoi, en me disant « mais d'abord vous êtes qui, j'ai pas le temps, pas que ça à faire ». Et j'avais une prof d'anglais qui était sud-africaine qui m'avait dit surtout « tu ne dis rien, tu vas rencontrer des gens qui sont difficiles parce qu'ils ont une vie difficile, tu te tais, tu donnes ta carte, tu montres le début de maquette que tu as fait, tu les laisses décider. Si ça leur plaît, les portes s'ouvriront, si ça leur plaît pas, tu passes à autre chose. Tu peux pas forcer les choses. » Bon. Et donc, Brian commence à m'aboyer dessus et je lui dis, bah, écoutez, on prend. Vous me donnez 1 minute, allez, on perd 30 secondes, on va se poser et je vous montre ce que je suis en train de faire, vous décidez. Donc voilà, on arrive grognon, on se pose, je lui tends ma carte, il regarde, il fait, oh mais il est beau ce lion. Je dis, ah merci. Ah bon, c'est vous qui avez fait ça, donc déjà ça passait. Et puis je lui montre un début de maquette que j'avais fait où il y avait d'autres histoires, etc., d'autres photos. Et là, il parle plus, il regarde la maquette. Et là, je me dis, bon, tic-tac, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que c'était vraiment le début de mon aventure. Il prend son talkie-walkie, il se met à beugler en sud-africain, donc je sais pas, est-ce que je vais me faire couper en morceaux, je vais me faire jeter hors du truc, je ne comprenais pas un mot. Il y a un guide qui arrive à fond de train, et là, il passe à l'anglais, et il lui dit, bon, alors, ils sont là 3 jours, pendant 2 jours, tu les emmènes dans la réserve avec toi, tu leur montres tout, le 3e jour, ils viennent travailler avec moi. Et c'était gagné. Et là, il a commencé à nous parler, pendant 1 heure, il nous a raconté sa vie, ouvrant sa chemise, nous montrant les traces de balles des braconniers. Et ça a été absolument époustouflant. Et Brian, cette rencontre m'a ouvert toutes les portes derrière. Et il m'a fait découvrir aussi des choses sur le regard du photographe et sur ce que je pouvais faire également. Après les 2 jours passés dans la réserve, quand on l'a rejoint, il a commencé par me faire une gentille surprise. Il m'a dit, bon, ça s'est bien passé, puis je vais vous faire un cadeau. Et on l'a accompagné dans un enclos, sans savoir où on allait, donc on passait, pouf, pouf, pouf. On passe devant un guépard femelle, moi j'en avais jamais vu, donc on marche à pied, donc je trouvais ça déjà un peu étrange. Il rentre dans une espèce de grande niche, et puis il me dit, soyez prête, et il ressort, paf, avec un bébé guépard dans les mains, qui venait de naître, donc les yeux pas encore ouverts. Donc l'image, moi, j'ai commencé à pleurer, je pleure tout le temps. Et donc j'ai commencé à pleurer dans la photo tellement c'était émouvant, puisque les guépards, vous savez qu'ils sont en voie de disparition, il y en a très très peu. Et puis de voir cette magie de l'homme et du portrait, c'était très très fort. Et ensuite, alors je vous la remontrerai cette photo parce que vous allez voir la différence. Ensuite, il m'a dit, allez, on va dans la volière des aigles martial. Martial. Enfin, martial eagle. Donc on rentre dans la volière des aigles. Dans son bras, il appelle, paf, paf, il y a l'aigle qui arrive, extraordinaire. Et la photo, on voit déjà Brian qui change. Alors, c'est un chuchoteur. C'est-à-dire qu'il sait s'adapter aux espèces. Et comment il travaille, c'est avec l'empathie. Il se met en réalité sur le diapason de l'animal. Et c'est là où j'ai commencé à sentir déjà la force du portrait quand je suis rentrée. J'ai comparé les photos et j'ai vu l'homme changer entre celle-ci et celle-là. Et je me suis dit, c'est là où en 2 photos on raconte une histoire. Et j'ai travaillé pour devenir en fait meilleur photographe. Et après cet aigle martial, là il m'a dit, oh, je vais peut-être vous emmener voir Queenie. Moi je ne savais pas que c'était Queenie. Hein. Et je voyais le guide derrière qui faisait...
Pourquoi? On va voir. Oui, oui, si, Queenie. Non, je vais peut-être pas. Ah, si, je vais peut-être. Non, je vais peut-être pas. Si, je vais peut-être. Bon, ça, comme ça, il réfléchit pendant une minute, et puis il me dit, bon, allez, on y va, gardez vos lunettes de soleil, pas de monopode, pas de trépied, et si elle attaque, vous lâchez l'appareil, protégez vos yeux, vous sortez. Et pouf, il me pousse dans la volière. Je me dis, c'est quoi le sketch? Et donc, mais quand vous arrivez de Paris, vous êtes avocat pendant 30 ans, vous avez jamais vu des trucs, vous n'imaginez pas ce qui va vous arriver. Et donc, je me retrouve dans cette volière, je ne voyais rien du tout. Pareil, dans le bras, ici, et il y a cet aigle couronné qui arrive. Très impressionnant, très très impressionnant. Et en rentrant à Paris, je me suis dit, mais pourquoi j'ai que 3 photos? Et en fait, je suis restée 30 secondes dans la volière. 1, il a caressé l'oiseau. 2, je me suis rendu compte que les cerfs, effectivement, s'il attaquait, j'avais intérêt à me protéger la figure. Et 3, elle m'a regardé, et là, il a fait out, là, on sort, tout de suite. Et on est sorti. Et après, je suis rentrée à Paris, j'ai cherché des légendes, j'ai lu des trucs, je me suis dit, je l'ai fait, voilà. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'il m'ait fait rentrer dans la volière. Donc ça voulait dire pour lui que j'étais capable d'avoir cette espèce de relation peut-être avec l'animal, de tolérance, de fonctionnement. Et puis quand je suis retournée le voir 6 mois plus tard, pour continuer à travailler sur le bouquin, je lui ai dit, bon, maintenant on parle de Queenie. Il me dit, bah, pourquoi Queenie, vous ne l'avez pas vu? Je lui ai dit, bah si, on a fait des photos, puis je lui montre les photos. Il me dit, mais je suis dingue. C'est-à-dire? Ah non, parce qu'elle a cassé le bras de mon fils, elle a flingué mon chien quand même, mais... Bon. Mais ça, c'est une histoire remarquable parce que, en fait, les deux se sont adoptés. Queenie et Brian forment un couple parental, entre guillemets, n'y voyaient rien de négatif. Simplement, cet aigle, pour couver, a besoin d'être en sécurité. Et donc, pour couver des œufs que Brian récupère d'autres endroits, il les ramène, Queenie les couve, les élève, et ensuite, Brian essaye de relâcher les petits, ce qui n'est pas facile parce que les aigles sont territoriaux. Donc, assez souvent, il faut les relâcher extrêmement loin, en espérant qu'il n'y ait pas un autre aigle dans la région. Donc, pour faire ce travail, il y a besoin d'une relation entre l'animal et l'homme. Et de cette relation de confiance qui est réellement unique. Après ça, donc Brian m'a ouvert les portes. On reste en quoi d'ailleurs? On reste cette fois-ci en Namibie. Toujours mon premier voyage, donc on est ici. Et là, je rencontre Maria Dickman, qui va devenir une de mes meilleures amies, et qui élève des vautours. Alors, même formation, elle était avocat avant, américaine, et puis elle s'est installée en Namibie. Comme quoi ça change la tête de tout le monde, la Namibie, et elle décide de s'occuper d'animaux rares et mal aimés. Et notamment de vautours. Alors ça, c'est un vautour griffon du Cap. Et donc, rappelez-vous, je n'étais pas photographe à l'époque, on est toujours en 2006. Hein, et Maria m'emmène dans la volière et elle me dit, bon alors écoute, honnêtement, c'est vachement facile de faire des beaux guépards, des beaux léopards, des beaux lions, des beaux trucs, des beaux machins, mais moi j'ai besoin d'un beau portrait de vautour. Je regarde le vautour, je me dis, un beau portrait de vautour. J'avais jamais vu de vautour de ma vie. Donc, c'est l'innocence qui permet de faire ça. Alors, je m'installe, je mets mon trépied, parce qu'on m'avait bien dit, une des rares règles de photo que je connaissais, mets-toi à la hauteur des yeux de l'animal, donc je m'accroupis, je me mets sur les genoux, je commence à faire une photo, et ce vautour s'appelle Nelson, enfin s'appelait. Et Nelson était un ambassadeur de biodiversité, avec une histoire très étonnante que me raconte Maria pendant que je faisais les photos. Nelson vivait au jardin des plantes. À Paris. Alors c'est peut-être pas le jardin des plantes. C'est pas vous le jardin des plantes? Non, c'est pas vous. C'est vous? Ah, vous croyez? Bon, bref. Nelson vivait donc dans un parc zoologique en France, voilà, avec sa femelle, et malheureusement, malencontreusement, la femelle meurt empoisonnée. Je répète l'histoire de la Namibienne. Hein. Bon. Et donc, résultat, les vautours, ça parie pour la vie. Nelson, déjà en cage, c'est pas top. Sa femelle qui meurt, c'est pas top. Commence à faire une dépression et se laisse mourir. Alors ça la fout mal, parce qu'à l'époque, il y avait 60-70 vautours qui restaient au griffon du Cap. Donc, le vautour est réexpédié en Afrique du Sud, dans un premier centre qui s'appelle De Wild. Et De Wild en avait déjà, et réexpédie ce vautour chez Maria, pour que ce soit un ambassadeur en Namibie, où là, il restait 60-70 oiseaux. Et Nelson, extraordinaire, donc pas vraiment imprégné, c'est-à-dire il connaissait les humains, il n'avait pas des habitudes humaines, mais il était tolérant.
Donc il supportait qu'on l'approche, il supportait qu'on lui parle, parce que les vautours sont extrêmement timides, ce qu'on n'imagine pas. Hein. Des vautours qui mangent, si vous approchez d'eux, ils vont rendre. Ils vont pas supporter d'être... D'abord, ils vont pas manger, et après, ils vont vomir. Ils ne supportent pas la frousse, quoi. Ils ne supportent pas les gens, ils sont très timides. Et donc, j'écoute l'histoire de Nelson, et puis je me dis, tiens, on va essayer un truc stupide, puisque ça m'arrive de temps en temps. Si je lui parlais en français, juste pour voir si ça marche, et je me mets à parler au vautour. Et alors ça l'a étonné, je ne sais pas pourquoi, mais ça a commencé à fonctionner. Donc il m'a regardé. Et puis, moi je me baissais, lui se baissait, donc vous me voyez à l'époque, hein, et plus il se baissait, plus je me baissais. On a fini couchés sur le sol tous les deux, voilà. Et puis j'ai continué à lui parler, et ça a donné ça. Et voilà. C'est le même, hein. C'est la même série de photos, c'est extraordinaire. C'est comment on peut se retrouver en confiance, et Nelson, pour moi, ça a été réellement un choc. Hein. Une de mes premières aventures, jusqu'à aujourd'hui, ça me porte. Il y a rarement une journée où je ne pense pas à cet oiseau. Pourquoi? Parce que je suis rentrée en France après ça. Tous les jours, je pensais à Nelson. J'étais totalement accro de cet oiseau avec qui j'avais eu cet échange. Et j'y suis retournée 6 mois plus tard. Et donc ma copine Maria me dit, bon écoute, arrête tes fantasmes, c'est quand même un oiseau, donc il t'a oublié, ne sois pas déçu. Je dis non, je suis sûre qu'il a pensé à moi, comme je pensais à lui. Elle me dit, ouais, bah écoute, voilà, bon, enfin, prépare-toi quand même au pire, au drame de ta vie, très bien, d'accord, on rentre dans la volière, on s'assoit, Nelson regarde, il vole, il se pose au sol, et puis il commence à ramasser des brindilles. Heureusement, j'ai eu l'idée de prendre des photos, autrement personne ne me croirait. Donc il commence à ramasser des brindilles, et puis il arrive avec toutes ces brindilles, et il me les met sur les pieds. Et là je dis, bon, qu'est-ce qu'il fait? Et Maria était... Bah là, il te demande de faire un nid. Et alors, c'est la seule fois, ou presque, où j'ai refusé une demande en mariage, beaucoup de regrets. Et je me voyais appeler ma mère. Si, maman, si, non, on a mis, non, il est blanc. Si. Alors, il y a un truc, il faut que tu saches. Ça s'appelle Nelson, si, très doux, très gentil. Si, non, fidèle, c'est pour la vie. Si, maman. Bon, en tout cas, cette histoire, moi, m'a porté. Et c'est quelque chose qui touche. Et je l'aime bien parce qu'en fait, elle vous touche tous. Il y a quelque chose d'un peu extraordinaire quand on arrive à avoir cette relation particulière. Donc très particulière, je ne crois pas que je pourrais faire ça avec un vautour libre. Bien sûr, il faut qu'il y ait une relation humaine, il faut qu'il y ait déjà un contact, il faut qu'il y ait déjà quelque chose. J'en suis consciente. N'empêche que moi, je l'ai vécu comme ça. Et que d'autres autour l'ont vécu comme ce rapprochement. Et je remercierai toujours cet oiseau de moi m'avoir fait passer de l'autre côté du miroir. Donc c'était ma grande leçon de vie. On reste en Afrique. Et comme je n'ai pas suivi l'ordre, on va au Kenya. Alors le Kenya, c'est par là. Tu devrais arrêter de montrer à ton écran. C'est de ce côté que tu dois montrer. J'avais dit un clown. Je dis ça, je dis rien. Alors là, j'étais au Kenya. Donc vous voyez pourquoi les avocats avaient changé de vie, c'est mon nouveau bureau. C'est cool, non? J'aime bien ça, c'est mon symbole de vie. Et ça, c'est ma salle de bain au Kenya. Alors, quand les gens me disent on peut t'accompagner, je leur montre souvent des photos comme ça, puis brutalement, j'ai beaucoup moins de demandes pour venir. Mais c'est quand même magique. C'est une salle de bain, un Nakuru, un truc génial. Quand il n'y a pas les bûches qui viennent vous demander à boire, tout va bien. Alors là, j'étais donc à Nakuru au Kenya et à Soisambu, qui est une conservancy juste à côté. Et je suivais le travail de mon ami Les Moran, qui est de dos, qui est un néo-zélandais, que vous allez voir de face un peu plus tard, et de Zoé Muller, je montre, hein, voilà, qu'on confond avec les girafes, qui est une spécialiste des girafes, femme absolument remarquable, qui était partie faire sa thèse en disant, il y en a marre qu'on raconte des conneries sur les girafes, et qu'il est important maintenant qu'on explique qu'elles sont de bonnes mères. Que non, elles n'abandonnent pas leurs petits, que ce sont des animaux qui sont intéressants, intelligents. Enfin, il y avait beaucoup d'a priori sur les girafes. Et c'est un travail d'autant plus important que, vous savez, on parle beaucoup de l'extinction silencieuse des girafes. On est en plein dedans. Et les girafes de Rothschild, c'est... alors, à l'époque, les chiffres étaient 670 individus.
Maintenant, avec les opérations de réhabilitation, je crois qu'on est passé à 1300 girafes de Rothschild, notamment avec une île que Olivier est allé voir, il a de la chance, où elles ont été relâchées, donc elles ont un beau territoire pour elles. En 20 ans, 40% disparu. Voilà. Ouais, bon. Alors donc, j'accompagnais mon ami Les Moran, et j'étais allée là-bas, non seulement pour passer du bon temps au Kenya, évidemment, mais surtout, à l'époque, je préparais ma première belle expo chez Canon, et je voulais ramener une photo, enfin, j'avais rêvé d'une photo d'une girafe en train d'embrasser son girafon. Genre, ça m'arrive des fois, je rêve d'une photo. Je me dis, je l'ai vécu. C'est comme si j'avais déjà vécu le moment, c'est assez étonnant. Donc j'arrive au Kenya, je rejoins Les et je lui dis, alors, voilà, la photo que j'ai rêvée, c'est celle-là. Donc je commence à lui faire un dessin, il me dit, t'es complètement taré, va dans un zoo, parce que là, t'as peut-être une chance de le faire, mais en liberté, sûrement pas. Et je lui dis, on la fera la photo. Bon. On part une première journée, il avait repéré des girafons, donc là vous en voyez deux, on les suit, blablabla, toute la journée. Je fais quelques photos, non, c'est joli, mais c'est pas ça que j'avais en tête. Donc déjà, c'était mignon, vous voyez un petit peu la douceur de la mer, mais c'était pas ça. On part une seconde journée, ben non, c'était pas ça, c'est toujours pas la photo dont j'avais rêvé, c'était mignon, mais c'était pas ça. On part une troisième journée, et là je lui dis, eh ben je vais mettre beaucoup de nourriture et beaucoup à boire dans la voiture, parce que tant que j'ai pas ma photo, on rentre pas. Bien, bon lui, ça faisait déjà un mois qu'il travaillait avec les girafes, qui connaissaient la voiture. Donc elles avaient repéré, vous savez, ça marche bien ça, hein, les animaux connaissent nos voitures. Et ce jour-là, heureusement qu'on avait beaucoup de nourriture et beaucoup de boissons, parce qu'il s'est passé un truc rigolo, on se pose pour regarder, et puis les girafons arrivent vers nous, les girafes les poussent, et ils s'assoient. Alors les girafes mères font des crèches, c'est-à-dire qu'elles rassemblent tous les petits, et à tour de rôle, elles vont manger. Donc il y a une girafe qui garde la crèche, parce que vous n'attaquez pas, enfin, aucun prédateur n'attaque une girafe quand elle est debout. Hein. Un bon coup de sabot, hein, Marie-Claude. Oui, sans commentaire. Voilà, un bon coup de sabot et ça vous défonce même une Land Rover. Donc, un bon coup de sabot, un veto, enfin, je veux dire un prédateur. Qui se met inconsidérément derrière pour tirer le petit, quoi. Voilà, elle a voulu bien faire, hein, mais c'est ça les veto. Donc là, maman girafe, maman au pluriel girafe, nous pousse tous les girafons devant la voiture. Génial, donc elle me fait une super série de photos, j'étais vachement contente. Super, super. C'était joli, c'était très joli. Et puis tout d'un coup, les girafes, elles s'en vont. Et là, je dis à mon copain, il se passe quoi là? Ah ben je sais pas, elles sont parties. Mais qui c'est qui garde les girafons? Ben c'est nous. Et donc on se retrouve, aucune girafe à l'horizon, mais dans ce coin, il y a quand même des hyènes. Et alors je lui dis, alors, il me dit, ben, on ne bouge plus, on attend le retour. On attend le retour. Il fait chaud, il y a des mouches sur les photos. Il fait chaud, on attend, avec les girafons, et alors on avait surtout celui-ci qu'on appelait, enfin que mes camarades appelaient Goofy. Vous savez, Goofy, vous vous souvenez des bandes dessinées de Mickey et Goofy, donc ça veut dire un peu, à peu près ça quoi. Et alors pourquoi il l'appelait Goofy? Voilà. Et puis, alors, les girafes parlent, enfin, je veux dire, elles communiquent, elles font du son, nous a raconté Marie-Claude, surtout quand le vétérinaire les embête. Donc, les girafes, non, ne sont pas muettes. Mais les girafes mères font un truc génial pour les photographes, c'est qu'avant de partir et en revenant, elles embrassent leurs petits. Donc, c'était ça la photo. Donc là, on attendait désespérément avec ce girafon, surtout moi avec mon gros truc. Et en fait, dès qu'une girafe arrivait, mon copain se mettait à hurler « Sois prête !» Parce que le reste du temps, je roupillais, il faisait un peu chaud. Et donc, j'attendais que maman girafe baisse la tête pour avoir ma photo. Et enfin, je l'ai eue. Et voilà, donc c'est la photo qui est à l'entrée. Et c'est celle que j'avais rêvé de faire. Mais alors, en plus, ce qui est génial, c'est que Goofy, donc il fait vraiment la gueule, c'est genre... ouais, fais-moi la peine, c'est à peu près ça, c'est maintenant que tu reviens et tout ça, on est resté tout seul. Mais c'était un moment qui était juste, encore une fois, la confiance entre l'animal et l'homme. Voilà. On reste dans cette histoire de confiance. J'en suis où dans le délai? Oh bah super. Donc on reste dans le délai et je vous emmène toujours en Afrique du Sud, un endroit qui s'appelle le Jane Goodall Institute Chimpanzee Eden. C'est donc la première fois que j'ai rencontré les chimpanzés
et un site qui est géré par Eugène Kessels, que vous voyez en haut, hein, là. Et en bas, c'est un chimpanzé qui s'appelle Cozy. Et Eugène était un économiste qui a décidé de changer de vie aussi, donc on avait quelques points communs. Et ses parents avaient ouvert un lodge, et lui voulait avoir un centre de réhabilitation, protection de la nature. Il avait rencontré Jane Goodall, et il avait réussi, avec un travail énorme et beaucoup d'implication, à ouvrir ce sanctuaire, très particulier parce que l'Afrique du Sud n'est pas un environnement naturel pour les chimpanzés, qui sont uniquement sur la bande d'Afrique équatoriale. Et là, il était prévu de récupérer des chimpanzés martyrisés dans des zoos, dans des cirques, dans des laboratoires, chez des particuliers. Il y a une histoire absolument invraisemblable. Et donc de récupérer ces chimpanzés, de leur apprendre à être des chimpanzés, ce qui est un boulot, parce que généralement ils arrivent, ils ne savent pas qu'ils sont des chimpanzés, donc il y a un grand travail là-dessus, de leur apprendre donc à faire des nids, à monter aux arbres, à vivre simplement, à retrouver une vie normale, et puis avec l'objectif, mais auquel on ne croit pas vraiment, de créer une troupe et de pouvoir la relâcher. Pourquoi on n'y croit pas vraiment? Parce que c'est extrêmement dur de relâcher des animaux imprégnés, et des animaux sociaux comme les chimpanzés qui ont besoin d'apprendre tout, faire attention aux serpents, créer une société, etc. C'est difficile, et en plus il faut l'endroit pour les relâcher, ce qui est encore plus difficile. Donc pour l'instant, c'était le début du travail. Et quand je suis arrivée chez eux, ils ouvraient au public le lendemain. C'était donc la dernière journée de fermeture. Je rencontre Eugène, on commence à parler, et c'est pareil, et vous êtes qui, et blablabla. Et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Et je lui dis, bah, j'étais chez Brian Jones. Ah bon? Ça s'est bien passé. Super! On est allé voir tout, machin, Queenie. Ah bon? Ah bah, puisque c'est comme ça, passez sous la première barrière. Ok, pas de problème, suivez notre travail. Donc en fait, vous avez 2 barrières électriques. Parce que les chimpanzés sont particulièrement dangereux. Surtout si on ne fait pas attention, nous humains. Et donc je passais sous la première barrière, et pour faire les photos, je me collais à la deuxième, ce qui me permettait de me prendre des décharges électriques toute la journée. Ça faisait beaucoup rire les chimpanzés. Et donc là, je suivais le travail, particulièrement de Eugène avec Cozy. Alors, histoire un peu triste, mais qui finit bien. Cozy venait d'Italie. Il y avait une relation très spéciale entre Eugène et lui, parce que Eugène était allé le chercher en Italie, où il était enfermé dans une petite cage, tellement petite qu'il ne pouvait pas se lever. Donc ses muscles étaient complètement atrophiés, il était à l'intérieur, il n'avait jamais vu le soleil, il avait été castré, et sa maîtresse, qui ne savait pas le gérer, lui tapait dessus. Donc je dis, histoire épouvantable. Et donc le chimpanzé est tellement flippé que tout le trajet entre l'Italie et l'Afrique du Sud, Eugène est resté à lui tenir la main. Il a vécu 24 sur 24. Ensuite, Eugène est allé en quarantaine, et là, c'était la première journée où il sortait de cette quarantaine, où on les garde, vous savez, pour être sûr qu'il n'y a pas de maladie. Donc le temps que la maladie se développe, avant de les relâcher dans le sanctuaire et de pouvoir travailler avec eux. Donc ce jour-là, première sortie dans la nature de Cozy. Vous voyez la relation très spéciale qu'il y a entre les deux. Pour moi, c'est aussi une photo qui est magique, parce qu'elle montre ce lien extrêmement fort qu'ils avaient à cette époque. Et Cozy découvre la joie d'être au soleil, donc couvert de coups de soleil, ça a été vachement rapide puisqu'il n'avait pas de fourrure, de manger un fruit, de rigoler, parce que les chimpanzés rigolent comme nous, donc ils s'amusent, et là c'est vraiment la joie de vivre incarnée, le bonheur. Et puis, petit à petit, Eugène lui faisait faire des exercices. Et donc là, c'est une grande séance de préparation pour un événement incroyable. Monte dans un arbre. Ça peut paraître bête, dire un chimpanzé monte dans un arbre. Mais s'il n'a jamais vu un arbre de sa vie, et qu'il a pensé qu'il était, je ne sais pas quoi d'ailleurs, hein, parce que même un humain, c'est difficile d'être traité comme ça, donc on commence par une petite branche. Et pour les mettre en forme, et leur montrer que ça peut se faire, on prend un bébé, qui lui va grimper partout. Donc en fait, il s'habitue à être proche du chimpanzé avec un bébé, chimpanzé, qui n'est pas une inquiétude pour lui, voilà, qui va lui montrer comment faire, qui va être tout doux, qui va rigoler tout le temps, etc. Et il le suit. Donc là, premier exercice réussi. Vous voyez Cozy en train de se marrer, il est content, parce que c'est comme ça que les chimpanzés rigolent, hein, en ouvrant la bouche et en tirant la langue. On est d'accord, Marie-Claude? Pardon? Les chimpanzés... Je regardais ta photo, hein. Tu dors ou... C'est joli. Je disais que les chimpanzés rigolent en ouvrant la bouche et en tirant la langue. Oui. Ouais. C'est bon, tu peux te rendormir. Mais c'est ça. Je regardais la qualité de la photo. Bon. Alors, la qualité de la photo, là, comme je disais, comme j'en ai marre de prendre le coup électrique, vous avez le fil électrique toute la série de la photo, parce qu'il y a un moment où ça fait mal.
Donc là, vous l'avez. C'est pas grave. Donc vous avez la chance de voir une photo prise à travers un fil électrique. C'est rare, unique, mais c'est pas grave. Donc là, maintenant, exercice beaucoup plus difficile. On va mettre Cozy dans un arbre. Un grand arbre. Donc Eugène lui parle. Il arrive à le convaincre. Allez, touche l'arbre, vas-y, tu vas y arriver, t'es le plus fort, je suis avec toi, je te pose dans l'arbre. Je te laisse dans l'arbre. Et là, regardez la tête de Cozy, qui pour la première fois de sa vie se retrouve dans un grand arbre pour l'encercler. On parle de l'émotion. Alors, il y a beaucoup d'explications scientifiques. Moi, j'ai juste une photo. Voilà. Et pour moi, je vois ça, je pleure, évidemment. Donc j'étais en train de pleurer, toutes les larmes de mon corps, de voir ce chimpanzé dans son arbre avec son émotion et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Eugène l'a redescendu de son arbre? Il est retourné. Non, il est venu me voir. Parce que j'étais en train de pleurer derrière le fil électrique. Et il est venu me voir, il m'a regardé dans le genre, mais... Alors je fais un super anthropomorphisme, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne commande pas la photo pour ne pas faire l'anthropomorphisme. Il est venu me voir, il m'a regardé comme ça. C'était étonnant. 6 mois plus tard, j'y suis retournée parce que j'ai fait mon second périple, hein, pour voir comment je trouvais Cozy notamment. Voilà, vous avez le même. 6 mois plus tard. Sauf que le même, si un humain rentre dans son enclos, il le tue, y compris Eugène. Donc il est passé de l'autre côté de la barrière, il est devenu 100% sauvage, se prenant pour un mâle alpha, et tout ce qu'il faisait, c'était de s'occuper des petits. Donc en fait, on lui confie des petits bébés, et il leur apprend à monter aux arbres, manger des fruits, rigoler, voilà. Et sa résilience, à lui, c'était ça. C'était à son tour passer ce qu'il avait appris. Et voilà, je veux dire, même avec moi, là c'est Cozy qui me balance tout ce qu'il peut sur la gueule, donc la relation que nous avons eue au début, c'était terminé. Et ça fait mal, tout ce qu'il peut balancer. Donc vous voyez un petit peu l'évolution du chimpanzé. Donc l'objectif, c'est ça. C'est de les remettre dans leur état naturel, enfin de leur réapprendre et de les laisser libres d'être comme ils veulent. Ceci étant, malheureusement, ils sont beaucoup plus dangereux que les autres. Ah oui, extrêmement dangereux parce que là, ils ont la haine. Voilà. Ils ont la haine pour tout ce qu'ils ont vécu et c'est ça, c'est la source des accidents. Même vis-à-vis d'Eugène, il n'y a pas eu une relation un peu de... C'est la haine de l'humain, en fait. Ils sont beaucoup plus haineux vis-à-vis de Eugène. Oui, mais Eugène, c'est lui qui l'a sauvé quand même. Pardon. Eugène l'a sauvé, mais ouais. Quand ils basculent de l'autre côté, qu'ils reviennent à leur état naturel, et ça peut se comprendre, hein. Je pense qu'en résilience, on peut comprendre la technique. Peut-être que chez les humains, on ferait ça aussi. Sauf que parfois, même les humains qui ont vécu des choses horribles arrivent à le transcender et à pardonner à leur bourreau. Les chimpanzés, non. Donc, voilà, c'est peut-être... alors, c'est une question hautement philosophique dont on pourra débattre, effectivement. Peut-on pardonner ou pas à son bourreau? Mais en tout cas, c'est peut-être une différence entre le chimpanzé et l'homme. Eux, manifestement, pas. Mais Louis XI, il mettait les prisonniers qu'il avait comme ça dans la même position. C'était le roi de France le plus haï. Et je pense que ça continue de nos jours. Enfin bref, ça c'est une autre... on verra ça au jardin. Voilà. Pour terminer sur une note plus qu'avec les chimpanzés, puis Yolène elle me raconte mes histoires sur le terrain. Donc là, vous me voyez souffrir en Tanzanie, où je suis allée à Mahale. Tu joues le docteur? Non. Alors pourquoi j'ai ça sur la figure? Parce qu'à Mahale en Tanzanie, il y a une troupe de chimpanzés habitués par des scientifiques japonais. Habitués, ça veut dire qu'ils tolèrent l'humain. Et donc les scientifiques les suivent et travaillent avec eux, étudient, donc ce sont des éthologues, etc. Mais cette troupe, on peut aussi y aller comme touriste, enfin là j'étais guide, hein. Donc on peut y aller, passer 1 heure avec eux. On est très sévèrement encadré par des rangers, des pisteurs, etc. Et pour éviter de leur flanquer des maladies, on a un masque. Voilà, parce que les maladies, nos maladies, se transmettent... Oh, pardon. Nos maladies se transmettent aisément aux chimpanzés et c'est comme ça qu'on les tue. C'est une attitude tout à fait nippone. Avec le... Non, c'est une nécessité parce qu'on peut leur communiquer un rhume, une grippe, enfin je veux dire, une diarrhée. Oui, c'est une habitude, mais là c'est indispensable. Donc dès qu'on est en vision des chimpanzés, on doit porter le masque, ne pas manger, ne pas boire, ne rien faire, enfin on fait extrêmement attention. Et c'est rude, c'est physiquement rude. Je sais, je recommence l'année prochaine. Ouais. Et j'ai plus le même physique, donc voilà, je me prépare. Je vais me mettre la photo chez moi, il va falloir t'y remettre. Et on rencontre à Mahale, donc des chimpanzés sauvages.
Et ce qui est extraordinaire avec les bébés chimpanzés, c'est que là, on a une communication. Alors vous savez, la chose un peu classique, un grand singe adulte, vous ne le regardez pas dans les yeux. C'est une marque d'agression. Donc si vous regardez un chimpanzé mâle ou femelle adulte dans les yeux, ça va être votre fête. Il ne faut pas le faire. Par contre, un bébé, vous pouvez tout à fait avoir ce genre de relation, et quand on est un photographe femelle, la relation est facilitée. Parce qu'ils sentent évidemment qu'on est femelle, ils sentent avec les hormones, ils savent très bien qui on est, et il y a une relation un petit peu plus facile. Par exemple, comme cette scène de pure joie, que je vais vous montrer maintenant. Chimpanzé sauvage, hein, encore une fois. Ça se passe de commentaires. J'avais jamais joué à cache-cache avec un chimpanzé. Et la maman, pas d'agression. Là, je suis au 500, donc je suis à 20 mètres, 15 ou 20 mètres. Alors, la distance de sécurité qu'on doit garder avec eux, c'est 10 mètres. Mais généralement, c'est eux qui s'approchent. Donc, on est obligé de reculer, ce qui est assez galère. Mais il faut au minimum 10 mètres de sécurité. Donc, j'ai un très, très gros zoom pour pouvoir faire ça. Parce que la maman peut être agressive, et du coup, quand elle voit que tu t'intéresses à son bébé. Alors, généralement, le bébé arrive, tu vois, il y a une ligne sur ses petites pattes, et la mère le chope, pouf, elle le ramène. Donc, elle ne laisse jamais, en fait, le bébé s'approcher de nous. C'est pas les gorilles. Hein. Ou les gorilles, je sais qu'ils le font, donc les parents sont un peu plus cool, les chimpanzés, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et quand ils arrivent, alors, évidemment, moi, je suis toujours le clown, même en expédition, aux grandes dames de mes soigneurs. Par exemple, il y a une troupe de chimpanzés qui arrive sur le chemin où vous êtes, vous devez dégager du chemin. Donc ma spécialité, c'est de dégager dans la fourmilière d'à côté. Il y a une fourmilière, il faut que je tombe dedans. Voilà. Et donc mes guides, qui sont désespérés, dès que je sors de ma fourmilière... Et alors, c'était rigolo, à Mahalé, j'avais un ranger qui était absolument adorable, mais il m'avait repéré, et donc il me suivait partout. Alors par exemple, je regarde pas hein, quand je fais des photos, donc je suis en train de suivre et tout, puis de temps en temps je sentais quelque chose qui me bloquait, donc il avait mis son pied pour m'éviter de tomber dans le ravin. Mais il était réellement désespéré, pauvre garçon. De temps en temps, je sentais qu'on me retenait par le col. C'était... Faut que je tombe, quoi. Quand je fais une Miss Catastrophe. Je ne raconterai pas ces histoires à votre futur guide pour l'Ouganda. Voilà, donc ça c'était la minute agréable de savoir qu'il y a des chimpanzés qui sont protégés à Tanzanie. C'est là où on a le plus grand nombre de troupes. Et les Tanzaniens, ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Il n'y a pas de braconnage. Il n'y a pas d'attaque. Il y a réellement un respect qui est extrêmement impressionnant. Et quand vous racontez aux Tanzaniens qu'au Gabon, par exemple, les chimpanzés sont mangés par les gens, mais ils sont réellement horrifiés. C'est deux mondes totalement différents. Alors, maintenant, je vous emmène beaucoup plus bas. On va descendre au Costa Rica. Vous savez, je vous ai même mis où c'était, hein, parce que la première fois que Sylvie Bernon, qui m'a aidé à faire mon deuxième bouquin, et le premier m'a dit, tiens, non, tu pars pas en Amérique du Sud, c'est trop dangereux, je vais t'envoyer au Costa Rica. Et je lui ai dit, Costa Rica, bien sûr. Oui, le téléphone, c'est où le Costa Rica? C'était ça, je ne savais pas où c'était. Donc c'est en Amérique centrale au milieu, et c'est un hotspot de biodiversité, un pays extraordinaire à visiter, parce qu'il y a énormément d'espèces là-bas. Il y a un travail incroyable qui a été fait pour la réhabilitation, le reboisement du pays, donc c'est extraordinaire. Parmi les plus belles rencontres que j'ai faites au Costa Rica, c'est Carol Cruz, que vous voyez ici, qui est une Américaine, qui était courtier en métaux, et puis elle a décidé un beau jour de changer de vie. Elle est allée au Costa Rica pour ouvrir un bed and breakfast. Super. Dans un endroit qui est magnifique dans la péninsule d'Osa, donc vraiment un site superbe, elle a installé tout son truc. Et quand ça a été prêt, elle a reçu les premiers touristes, et puis quelqu'un lui a amené des bébés à rats, enfin des poussins à rats, pardon. J'anthropomorphise beaucoup. Hein. Donc des poussins à rats, Macao, qu'elle a élevés, elle s'en est très très bien sortie, et quelqu'un lui a amené des bébés attelles. Alors ce que vous voyez là, ce sont des attelles de Geoffroy. On l'appelle aussi le singe araignée. Voilà, ça par exemple, c'est le plaisir de vivre avec des attelles, donc moi aussi ça m'arrive, c'est moi là, hein, sous l'attelle. Et donc ce sont des singes qui sont absolument incroyables, très drôles, très intelligents, très sociaux, qui vivent en colonie, et on l'appelle araignée parce qu'il a les bras aussi longs que les jambes, et une queue préhensile. Bien quand il tient, il lâche pas, hein. J'ai un super souvenir. Donc c'est, voilà, et les bébés sont des petits monstres. Carole récupère ces deux petits bébés, et elle se dit, je vais les élever pour
les relâcher. Alors, elle commence à faire des études, personne n'avait d'attelle comme ça à réhabiliter, personne ne l'avait fait. C'était 2 petites filles, donc ça pouvait fonctionner. Et elle décide que ce sont eux qui vont vivre en liberté et les humains qui vont vivre enfermés. Donc elle grillage toute sa maison pour éviter que les singes rentrent, et eux vivaient librement dehors. Et elle leur apprend, comme une mère, à ses petits, à vivre, à être tranquille. Et c'était assez remarquable, surtout sa patience. Parce que les jeunes singes, comme ça, leur grand truc, c'est quand même de faire le nombre d'idioties absolument incroyables à la seconde. Alors là, c'est une des photos que vous voyez en exposition. Donc vous voyez un couple de haras en paranuptial, enfin qui essaie désespérément de faire sa parade nuptiale. Et une petite rigolote, parce que j'étais en train de photographier les haras, qui dit tiens, j'ai envie d'être aussi sur la photo. Voilà, non mais je ne vous dérange pas, je fais comme si, faites comme si je n'étais pas là. Je ne suis pas là. Coucou, je ne suis pas là non plus. Donc vous voyez les haras désespérés. Bon, enfin bon. Et quand elle n'embête pas les haras, c'est le photographe qui l'embête. Donc là, vous voyez partir mon trépied. D'ailleurs, c'est très bon à manger. Ça, c'était le cache de mon appareil. Je l'ai gardé religieusement parce qu'on voit toutes les petites marques de petites dents autour. Ah, Violette voulait que je monte ma vie sur le terrain. Hein. Donc là, ça c'est sûr. Ça, c'était mes crocs. Et ça, c'est ma photo préférée, que j'aime énormément, parce que pendant 2 secondes, elle a arrêté. Et pour moi, c'est une photo magique. C'est zen, c'est serein, c'est... Oh, le bonheur, ça se pose. Et si on faisait rien, juste 2 secondes, ça va durer 2 secondes. Hein. Alors, la belle histoire, c'est que une fois à l'adolescence, les petites sont parties. Elles ont rejoint une troupe. Le sanctuaire est ouvert. Donc elles ont rejoint une troupe d'attelles et elles ont fait comme ça se passe chez les attelles, c'est-à-dire qu'à l'adolescence, les femelles partent pour rejoindre une autre troupe. Donc ça marchait parfaitement. Donc elle a quitté sa troupe d'humains pour rejoindre une autre troupe. Elles se sont reproduites et elles sont revenues élever leurs petits chez leur mère humaine pour être en sécurité et après elles sont reparties. Voilà. Donc c'est une jolie histoire d'années que Carole a passées en s'impliquant énormément et qui a bien fonctionné. Alors, encore Carole, cette fois-ci elle avait un bébé Tamandua, une histoire pour Raymond. Ça c'est un fourmilier. Voilà, un Tamandua du Mexique. On a mis la photo au restaurant. Oui, vous l'avez au restaurant cette photo. Et donc là c'était un tout bébé qui arrivait. Alors les fourmiliers, animal extraordinaire qui ne se nourrit que de fourmis, sauf quand ils sont bébés, il faut les nourrir au biberon. C'est pas évident du tout de rentrer un biberon dans une bouche aussi longue, qu'ils ont une langue qui fait la longueur de leur corps, c'est assez remarquable comme animal. Il faut aussi s'en occuper beaucoup, donc là c'est moi encore sur le terrain, avec le bébé. Et son grand truc c'est quand même de rentrer la langue dans le nez, dans la bouche, dans les oreilles. Super. Et 6 mois plus tard, ou un an plus tard, enfin, peut-être 8 mois plus tard, j'y suis retournée, et voilà, le bébé qui avait bien grandi, super, hein, et en pleine forme, et qui, pareil, s'est auto-relâché. Donc il est parti. Puisque elle habite en lisière d'un parc national, donc le Tamandua, une fois après, animal solitaire qui se débrouille tout seul, et qui avait été habitué à manger des fourmis, des termites comme il voulait, a repris sa liberté. On reste au Costa Rica pour vous montrer un autre endroit extraordinaire qui s'appelle l'Hacienda Baru, où Olivier aussi a de bons souvenirs. Là, vous voyez un figuier, c'est pour vous montrer l'environnement d'un homme remarquable qui s'appelle Jack Ewing et qui est un Américain qui s'est installé au Costa Rica pour avoir un élevage de vaches. Donc il a acheté cette hacienda et au bout d'un moment il s'est dit mais qu'est-ce que je fous là? Il a arrêté les vaches. Et il a laissé la forêt revenir, toute seule. Et la forêt est très résiliente. Quand on lui fout la paix, elle revient. Et donc il a refait cette hacienda, un endroit extraordinaire, les animaux sont revenus, tout est revenu naturellement, il n'a fait aucune réintroduction, et tout est redevenu sauvage, et maintenant il a un centre touristique où on peut aller se promener, où les animaux restent sauvages, ne sont pas nourris, ne sont pas imprégnés, c'est vraiment la totale liberté. Et là-bas, j'étais avec une guide qui s'appelle Florence Vallée, que vous voyez ici. On partait chercher les capucins. Donc c'est la photo que vous avez sur votre gauche.
la rencontre avec les capucins. Donc pour aller chercher les capucins, qui parfois sont pas aimables, là vous voyez, il y a un capucin, c'est grand comme ça, hein. Donc pour vraiment vous faire peur, ils montent l'un sur l'autre, genre t'as une terreur pas possible, mais le reste du temps, c'est quand même un petit peu plus cool. Alors la technique, c'était de partir à 4 h du matin avec notre petit déj en sac à dos, d'essayer de repérer où était la troupe, et quand la troupe se réveille, on y va, on les suit, parce que la troupe va se déplacer jusqu'à l'endroit où elle trouve son petit déjeuner, on se pose et on attend. Donc on mangeait notre petit déj tranquille. Évidemment, ça ne rate pas. Si on ne s'intéresse pas à eux, c'est eux qui, au bout d'un moment, finissent par s'intéresser à nous. Et en fait, c'est le bordel dans mes photos, c'est pas grave. Et en fait, voilà, au bout d'un moment, c'est eux qui descendent. Donc là, ce sont des jeunes qui descendent nous voir tout en se cachant derrière les feuilles, dans le genre, mais vous faites quoi et si on allait jouer, etc. Et puis là, on laisse le petit déjeuner et on les suit et on peut réussir à choper des moments qui sont absolument géniaux parce que les jeunes se sont habitués, ils sont beaucoup plus cool, comme ils ne sont pas chassés, ils ne sont pas braconnés. C'est assez tranquille et on arrive à avoir le moment où après les heures de folie à rebondir en tous les sens, ils font leur sieste. Voilà, une photo. On a dit poétique, bucolique et zen. Hein. Il reste 10 minutes? J'accélère. Je vous emmène en Nouvelle-Zélande très très vite. Et c'était juste pour vous montrer où c'était la Nouvelle-Zélande, très loin. Les deux amis avec qui j'ai essentiellement travaillé là-bas, Les Moran et Ross Cole. Et comment je vis là-bas? Super, en bas, en rouge chez moi, c'est mon nouveau bureau. J'accélère pour vous emmener dans un endroit magique qui s'appelle Codfish Island, l'île de la morue, c'est plus joli en anglais. Et dans cette forêt que vous voyez en dessous, il y a un animal extraordinaire, mythique, rarissime qui se cache. Vous le voyez? Ça, c'est un hommage à Jean-Philippe Noël. Ça, c'est moi dans la forêt. C'est pas moi qui le cache. C'est lui qui se cache. Ah, voilà, c'est le kakapo. Alors, le kakapo, comme mon camarade Sirocco, c'est cette taille-là, vous le voyez sur mes petites mièces, là c'est Sirocco effectivement, c'est un oiseau extrêmement rare. À l'époque où j'ai fait cette photo, il y en avait 124. Maintenant, au Mirage, on en a 200 depuis cette année. Et c'est un oiseau qui avait été éteint, qui était déclaré éteint. Il n'y en avait plus. Et puis, il a été retrouvé par miracle. Alors, pourquoi éteint? Parce que la Nouvelle-Zélande est restée séparée du reste du monde pendant 85 millions d'années. Donc, les animaux ont évolué, notamment les kakapos, qui sont devenus terrestres. Donc, ils ne volent plus. Et qui sont des gros perroquets, qui font 4 kilos. Donc, ils montent aux arbres. Arrivés en haut des arbres, ils sautent parce qu'ils ont oublié qu'ils ne volaient pas. Mais ils sont totalement mimétiques. Et en Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas de prédateurs mammifères. Donc rien qui chasse à l'odorat, seulement à la vue. Et c'est pour ça que vous ne les voyez pas dans la forêt. Donc ils n'étaient pas chassés. Résultat, un animal qui vit très vieux comme un perroquet, plus de 100 ans, se reproduit très rarement, c'est un petit tous les 4 ans. C'est normal, parce qu'il ne faut pas de surpopulation, hein. La nature s'organise, c'est comme certaines chauves-souris. Quand vous arrivez là-dedans, eh ben, pour se retrouver entre eux, ils ont une odeur très très forte. Mais quand vous arrivez avec des chiens, vous trouvez tous les kakapos. Et quand vous arrivez pour découvrir un animal qui n'a jamais vu d'humain de sa vie, et qui est un animal naïf, innocent en fait, hein, vous faites bouillir la marmite, vous l'appelez, il saute dedans. Et les kakapos ont été mangés jusqu'à l'extinction. Tous. Il y en a eu des millions, tous mangés. Les premiers pionniers les gardaient attachés ou comme animaux de compagnie, puis quand ils avaient faim, c'est comme les poulets, hein, ils les mettaient à cuire et ils les bouffaient. Et c'était pas dur, ils les appelaient. Les premiers pionniers disaient qu'il suffisait de secouer un arbre pour que les kakapos tombent. Voilà. Donc on arrive à une population éteinte. Par miracle, on retrouve quelques mâles, complètement perdus. Donc les mâles, on les ramène et on fait je crois qu'ils avaient appelé ça un kakaporium, pour montrer les derniers mâles qui avaient été retrouvés, mais l'espèce allait s'éteindre. Quelques années après, on trouve les femelles. Quelques femelles. Et à partir de là, c'est là où l'histoire devient remarquable, les Néo-Zélandais ont sauvé l'espèce. Ils ont fait un travail de fou, qui continue à faire encore aujourd'hui, pour arriver à recréer l'espèce à partir de quelques individus. C'est très compliqué parce qu'il faut éviter les consanguinités, il faut les protéger, Et le kakapo est un trésor national. Tout ça pour dire que j'ai eu la chance inouïe de les accompagner à Codfish et d'aller les voir, parce qu'ils ne laissent pas beaucoup de gens y aller. Et tout ça pour vous ramener cette histoire et vous la partager aujourd'hui. Donc là, j'étais avec le ranger, on avait marché, comme vous avez vu ma tête, pendant des heures. On les radiolocalise parce qu'ils ont tous un radioémetteur.
Et une fois qu'ils sont radiolocalisés, c'est là où le sketch commence, c'est qu'il faut les trouver. Et on les trouve par un. Alors vous avez 3 rangers, ça bip, ça bip, ça bip, vous savez qu'il est là, vous ne le voyez pas. Et quand enfin ils le voient, ils sautent tous dessus pour le choper. Et donc là, mon ami Rose l'attrape, on commence à faire les examens de santé, parce que vraiment on n'attrape pas un kakapo s'il n'y a pas une bonne raison, c'est certainement pas pour faire une photo. Et on vérifie, ça c'est un des plus vieux kakapos, un des premiers qui a été retrouvé justement, qui s'appelle Merti, on ne savait pas quel âge il avait. Et on le fait tout son examen, donc vous voyez c'est super glamour pour la photo. Et moi j'étais désespérée parce que j'avais rêvé d'une photo. Et je ne voyais toujours pas comment je pouvais la faire. Et puis, à la fin de la séance, au moment où il va être relâché, le ranger me dit « Bon, allez, t'as été sage, t'es un bon photographe, il ne nous a pas cassé les pieds, t'as le droit de l'embrasser avant que je le relâche. » Vous savez, c'est magique, hein, trésor national. Et donc, j'ai embrassé le kakapo sur le front. Effectivement, ça a une odeur de forêt. Et le ranger disait « Ça sent comme les anges. » Ils sont tous gâtés avec l'oiseau. Hein. Et il l'a relâché, terminé, hop. Et là, moi, j'étais désespérée parce que je me disais, c'est pas possible, hein, c'est pas la photo que j'ai rêvée. Donc, technique, on rentre au gîte, et là, je cuisine, je fais des crêpes, je fais une mousse au chocolat, je fais un gâteau yaourt, je fais plein de trucs, parce que ça s'appelle un pot de vin. Pour obtenir que le ranger accepte que le lendemain, on puisse repartir. Et la mousse au chocolat, je vais vous dire, c'est vachement efficace. Et donc, tout en léchant le pot de la mousse au chocolat, le ranger me dit, bon, allez, s'il fait beau demain, peut-être. Chance, mon ami Rose Hall qui m'accompagnait, bah c'est surtout mon ange gardien, et elle me glissait pour pas que parce que les Français quand même ils font n'importe quoi, pour pas que je fasse n'importe quoi. Il y avait une petite femelle qu'elle avait élevée l'année précédente. Et donc elle dit, bon, il y a un examen de santé à faire sur Stella, allez, on la ramène et tout. Et donc, paf, au rebelote, on se retape les heures de marche, on trouve Stella, et on commence à faire les examens. Stella, là, vous la voyez arriver. Et là, je me dis, excusez-moi, les photos ne sont pas dans l'ordre, je me suis trompée, c'est pas grave. Stella arrive pour voir Rose, et puis, moi, je commence à pleurer, et là, je me fais engueuler, et elle me dit, écoute, ne me casse pas les pieds, tu as 2 secondes pour faire ta photo, après, il faut que je la prenne pour faire l'examen, donc tu te dépêches, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas de bruit, tu ne bouges plus à partir de maintenant. Donc, je fais la photo, et je fais la photo que j'avais rêvé de faire, là, voilà. Pour moi, c'était magique. Bon, très bien, t'as fait ta photo, maintenant je ne veux plus t'entendre, plus de bruit, plus machin. On fait l'examen. Bon. On fait l'examen, et puis ensuite, ben, les examens, c'est un peu désagréable parfois pour les kakapos, parce qu'il faut vérifier la température et des trucs comme ça. C'est assez pénible. Donc, une fois que le kakapo est relâché, il fout le camp. Et là, pouf, Stella monte sur un arbre. Donc, vous voyez un kakapo en pleine action pour monter sur un arbre, super efficace, bec et pattes. Elle se pose, et là, je suis contente, je fais une belle photo. Alors, je recule. Parce que là j'avais le droit de bouger. Je recule, évidemment, qu'est-ce qui arrive? Je me casse la gueule. Je commence à hurler de rire parce que j'avais été super nerveux, j'étais fatiguée et tout ça. Donc je hurle de rire, le kakapo entendant le bruit de moi tomber dans la forêt, saute de l'arbre, fout le camp. Et je ris tellement qu'elle revient. Et donc là j'étais couchée sur le dos, donc regardez bien les photos, vous ne les verrez plus après. Et donc j'étais couchée sur le dos en train de rigoler, elle revient. Donc genre, mais qu'est-ce que tu fous là? Elle marrait. Elle regarde l'appareil photo, elle vérifie que son portrait il est bien tiré, elle s'assoit sur ma figure, et là, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Je ne veux pas savoir si tout sent aussi bon que tes plumes. Et voilà, donc le miracle, j'ai quand même la chance extraordinaire d'avoir un kakapo qui s'est assis sur ma figure. Je vais vous dire que c'est vachement rare, et j'en suis pas fière. Voilà. Sirocco, je termine juste par rencontre avec Sirocco et après j'arrête, promis Yolène. Sirocco, donc vous voyez ici, qui est un ambassadeur de biodiversité, je vous présente le seul oiseau fonctionnaire de la planète. Et donc son job, c'est de parler de la biodiversité de Nouvelle-Zélande. Il a 233 000 fans sur Facebook, je vous invite à le rejoindre. Et Sirocco, un drôle de caractère parce que lui, il a été imprégné. Il était malade quand il était petit, il a été élevé par un ranger qui l'a gardé trop longtemps. Donc Sirocco pense qu'il est un humain. Comme tous les animaux intelligents, c'est compliqué. Donc là, quand je l'ai rencontré, il était sur l'île de Maud. Et Sirocco considérait que le soir, il venait regarder la télé avec nous. Donc il tape à la fenêtre, parce qu'on sait que quelqu'un le laissait venir quand on n'était pas là. Mais donc là, il faisait la tronche, parce qu'il y avait son émission préférée qui passait, il ne pouvait pas la voir. Et moi, j'étais partie sur l'île de Maud pour photographier des grenouilles, les grenouilles les plus rares de la planète. Avec Sirocco, c'est pas triste.
Voilà, vous voyez là, le résultat, c'est que je suis couchée en train d'essayer de faire la grenouille, Sirocco rebondit sur mon postérieur parce qu'il trouve ça très très rigolo, et ça fait quand même mal, hein, qu'un capot de 4 kilos, et j'arrive pas à me concentrer, je râle, et ma copine, Ranger, Rose, qui est à côté, me dit, écoute, je trouve que tu es un peu, c'est gonflé de râler, parce que tu es en train de photographier la grenouille la plus rare de la Terre, avec l'oiseau le plus rare également en train de te sauter dessus, tu devrais être contente. Donc apprécie ta chance. Pour moi, une leçon de vie, j'ai apprécié ma chance. J'ai quand même réussi à faire la grenouille, hein, c'était un petit peu difficile. Et après ça, je suis devenue très copine avec Sirocco, surtout mes potes. Donc j'ai fait un câlin à Sirocco. Ensuite, il m'a poursuivi, j'ai dû lui lâcher mes bottes. Et simplement pour vous faire partager le bonheur, est-ce que ça a marché là? D'avoir un kakapo qui hurle toute la nuit sur vos bottes devant votre fenêtre. C'est sympa, non? Voilà. Bon, il y avait d'autres histoires, mais comme j'ai plus le temps, je termine juste en vous montrant comment on élève le kakapo. Très très compliqué. Donc ça, c'est l'année, il y a 2 ans, où on a eu des bébés. Donc ma copine Rose, vous voyez le tableau de suivi des bébés malades. Donc à quelle heure il faut les nourrir, comment il faut les nourrir, tout ce qu'il faut faire. Et l'histoire rigolote, c'est que les bébés avaient été rapatriés à Invercargill, donc dans la ville la plus proche de Codfish. Et c'était un ancien bordel qui avait été réaménagé en centre de soins. Donc je peux dire que j'ai aussi passé la nuit dans une maison close à m'occuper de kakapo. C'est quand même assez extraordinaire la vie, ce qu'on arrive à faire. Voilà. Alors c'était juste pour vous mettre en appétit les histoires que vous n'aurez pas. Donc, puisque mon temps est passé, il me reste à vous remercier, puis après on va passer aux questions-réponses, je suis sûre que vous voudrez d'autres histoires. Donc à vous remercier infiniment, pendant qu'on est avant les questions-réponses, surtout à remercier mes amis les protecteurs. Là on voit Rangui Reraki sur cette photo avec un kiwi de mantel. Alors le kiwi, vous n'aurez pas l'histoire, c'est bête, parce que je n'ai pas assez de temps. Mais c'est en tout cas prendre du temps, parce que je veux remercier tous les protecteurs qui font ce travail extraordinaire que moi je vis au quotidien. Je vois leur abnégation, je vois leur implication, je vois la difficulté des pays, parce que chaque pays a ses problèmes. Alors on n'a pas de braconnage en Nouvelle-Zélande, mais on a d'autres difficultés avec tous les animaux invasifs qui ont été introduits malencontreusement, on va dire, le boulot qu'il y a à faire, parfois la répression qu'il peut y avoir. Et puis je voudrais aussi saluer le travail de bénévoles aussi en France, comme Yolène, qui nous accueille et nous permet de partager ces histoires, parce que ça aussi c'est extrêmement important, ce type de bénévolat, et de donner un lieu comme ici, une vision comme son site, des articles, et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc les 2 secondes qui me restent, je voudrais